De la Chine à la Corée, des États-Unis à l'Europe, et même ici en France, impossible de l'ignorer. Partout la même scène, des files d'attente interminables, des foules patientant des heures, parfois toute la nuit, juste pour un jouet. En Corée, les célébrités l'exhibent fièrement sur Instagram. Aux États-Unis, certains le revendent 3 fois son prix. En Grande-Bretagne, David Beckham a posté une photo de sa fille Léon dans les bras. Et chez nous en France, il commence à envahir nos vitrines, nos réseaux et nos chambres. Son nom, Laboubou. Petite parenthèse les amis, parce que j'ai découvert une plateforme qui honnêtement change complètement la manière d'apprendre l'arabe. L'arabefacile.fr. Déjà, ce que j'aime, c'est que la plateforme est super agréable, intuitive et pensée pour nous, francophones débutants. Pas besoin d'avoir déjà des bases, tout est construit étape par étape. Vous avez différents niveaux et dans chaque niveau, il y a plusieurs modules. Chaque module, c'est une progression logique, simple, qui vous guide pas à pas. Concrètement, vous lancez un module, vous avez à chaque fois une vidéo explicative, très pédagogique, qui détaille le cours de manière claire et accessible. Et là où c'est encore mieux, vous avez même un livre PDF à télécharger pour chaque module. Franchement, j'ai trouvé ça super sympa. C'est bien fait, c'est beau et vous pouvez même l'imprimer si vous préférez travailler sur papier. Ensuite, à la fin de chaque cours, vous validez votre progression. Vous voyez directement où vous en êtes, ce qui vous reste à parcourir et ça motive beaucoup. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez les poser directement. La plateforme est conçue pour ça. Mais la grande nouveauté, c'est ce qu'ils ont ajouté récemment. Entre chaque cours, il y a un QCM. Vous répondez, vous avez votre note et vous pouvez consulter en détail vos réponses, vos erreurs et comprendre immédiatement ce qu'il faut améliorer. Ils ont même intégré des petits jeux interactifs pour rendre l'apprentissage plus ludique. Et nouveauté encore, la correction de vos exercices avec une moyenne générale. Et à la fin, un bulletin de notes pour chaque module complété. C'est vraiment motivant. On a l'impression d'être suivi comme dans une vraie école. Mais à la maison. Et attention, c'est pas juste mon coup de cœur. Aujourd'hui, plus de 14 000 élèves ont déjà rejoint la plateforme et le taux de satisfaction est de 98%. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez la garantie 30 jours satisfait ou remboursé sans aucune question. Et là, accrochez-vous. En ce moment, il y a une promotion exceptionnelle à moins 70% sur l'accès à vie. Oui, t'as bien entendu, à vie. Et si vous tombez sur cette vidéo plus tard, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description et que vous voulez apprendre l'arabe facile. D'ailleurs, la plateforme s'appelle Arabe Facile et apporte bien son nom. Bref, si vous avez toujours voulu apprendre l'arabe, je pense sincèrement que l'arabefacile.fr est la meilleure porte d'entrée. À première vue, on dirait un jouet comme les autres. Une petite poupée aux grands yeux avec un sourire étrange, presque trop large. Mignonne, oui, mais pas vraiment rassurante. Car plus on la regarde et plus on a cette sensation bizarre, comme si quelque chose n'allait pas. Comme si derrière cette apparente innocence se cachait autre chose. Et c'est pas qu'une impression. Car Laboubou n'est pas seulement un jouet, c'est un phénomène. Une obsession qui a poussé certains à dépenser des fortunes, à camper devant les magasins et même à voler juste pour en obtenir un. Mais au-delà de l'obsession, il y a l'ombre, des rumeurs. Certains affirment que son design n'est pas innocent, que ses grands yeux seraient comme des fenêtres vers un autre monde, que son sourire cacherait plus qu'une simple fantaisie d'artiste. Des théories dérangeantes qui parlent de symboles occultes, de clins d'œil à de vieux rituels et même de références sataniques. Alors est-ce qu'on parle vraiment d'une simple peluche ou est-ce que, sans le savoir, nous avons laissé entrer dans nos maisons une créature bien plus inquiétante? Et surtout, une question terrifiante reste en suspens. Et si Laboubou ne se contentait pas de vous regarder, mais vous observez vraiment? Imagine-toi marcher dans une grande ville comme Shanghai, au coin d'une rue. Une scène attire ton regard, une file interminable de jeunes, tous là pour la même raison. Certains portent des t-shirts imprimés d'une créature étrange, de grands yeux globuleux, un sourire figé presque trop large pour être innocent. Dans leurs mains, de petites figurines en plastique, aux formes bizarres, mi-mignonnes, mi-inquiétantes. Voilà, tu viens de croiser Laboubou. Et si tu t'approches encore, tu tomberas sur une affiche gigantesque. Un slogan en lettres capitales, la boîte mystérieuse. Car Laboubou n'est pas vendu comme un jouet ordinaire. Il se cache dans des boîtes fermées, scellées. Et tu découvres ce que la boîte t'a réservé. Et c'est là que l'étrangeté commence. Regarde bien Laboubou. Son visage n'est pas vraiment celui d'une peluche classique. Ses yeux trop grands semblent presque hypnotiques. Son sourire figé ressemble plus à une grimace. Comme si derrière cette fausse innocence se cachait une menace. Sur certaines versions, on distingue même de petites cornes discrètes comme dissimulées. Et parfois des détails rouges évoquant de fines cicatrices ou des traces inquiétantes. Un jouet qui, dès sa conception, semble pensé pour provoquer un malaise subtil. Ni totalement mignon, ni totalement monstrueux.
quelque chose entre les deux, quelque chose qui accroche ton regard et refuse de le lâcher. Pour comprendre Labubu, il faut revenir à son créateur. En 2015, un artiste chinois nommé Keising Long vit aux Pays-Bas. Fasciné depuis toujours par les contes de fées européens, il remplit ses carnets de créatures étranges, inspirées de ce folklore à la fois enfantin et inquiétant. C'est dans ce contexte qu'il dessine pour la première fois une petite créature qu'il baptise Labubu, un dessin griffonné presque par jeu, qu'il décide de publier dans un livre illustré intitulé The Monster. Mais attention, le design de Labubu n'a rien d'improvisé. Beaucoup l'ignorent, mais il s'inspire directement des anciennes figures issues de la mythologie scandinave. Des êtres difformes avec de petits corps, des visages disgracieux et surtout ces grands sourires inquiétants, derrière lesquels se cachait toujours une intention trouble. Parmi elles, une créature revient souvent, les trolls. Tapis dans les forêts et les grottes, ils étaient décrits tantôt comme idiots et inoffensifs, tantôt comme cruels et malicieux. Une dualité ambiguë, innocence d'un côté, menace de l'autre, que Keising Long a transposé dans le visage de Labubu. Et c'est là tout le paradoxe. Une apparence qui mélange la douceur enfantine et le malaise viscéral. Comme si ce personnage était né avec deux âmes. En 2016, Labubu sort pour la première fois de l'univers intime de l'artiste pour être présenté au grand public. Ce qui n'était qu'un simple dessin va bientôt devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Ce qui n'était qu'un dessin dans le carnet d'un artiste allait bientôt changer de dimension. En 2019, un autre acteur entre en scène, Wang Ning, ancien fonctionnaire chinois. Il quitte son poste pour se lancer dans une nouvelle aventure. En 2010 déjà, il avait fondé une entreprise appelée Pop Mart. Son idée, simple mais redoutable, jouer sur la nostalgie des jouets. Parce qu'au fond, qui n'a pas aimé les jouets étant enfant? Et qui même adulte n'en garde pas une attache secrète. Mais Wang Ning ne se contente pas de vendre des figurines. Il invente un système qui change tout. Les boîtes mystères. T'achètes une boîte fermée, tu sais pas ce qu'il y a dedans, et tu découvres le modèle qu'ils ont en réalité choisi pour toi. C'est à ce moment-là que Pop Mart rachète les droits de Labubu à Keising Long, et là, tout bascule. Ce qui n'était qu'un dessin devient une marque internationale. Les figurines sortent en collection, avec des dizaines de modèles et de couleurs, certaines banales, d'autres rares, limitées, presque introuvables. Et si la chance te sourit, tu décroches une édition spéciale, une pièce convoitée que tu peux revendre à prix d'or ou exposé comme un trophée. Au début, Labubu reste un phénomène discret, une curiosité de collectionneur ignorée par les enfants. Mais Pop Mart n'avait pas dit son dernier mot. Alors comment une petite figurine a-t-elle pu envahir le monde entier? Pour comprendre, il faut plonger dans les mécanismes invisibles qui dictent la naissance d'une mode. L'écrivain Malcolm Gladwell, dans son livre The Tipping Point, explique que toute tendance pour exploser doit passer par ce qu'il appelle le point de bascule. C'est ce moment précis où une idée banale devient soudainement le sujet de tout le monde, exactement comme un virus qui se propage dans une société. Et pour que ce virus social prenne, 3 ingrédients sont nécessaires. Premièrement, la loi des minorités. Les mondes ne naissent jamais d'une foule entière. Elles commencent toujours avec une poignée de personnes très influentes. Des célébrités, des influenceurs, des leaders d'opinion. Gladwell les appelle les connectors, les passeurs. Ils ont un pouvoir immense, celui de transformer une petite passion en un phénomène mondial. Dans le cas de Labubu, c'est exactement ce qui s'est passé. Lisa du groupe Blackpink a montré la figurine. Aussitôt, des millions de fans ont voulu la même. Puis d'autres célébrités ont suivi et le jouet est devenu une obsession collective. Le facteur d'adhérence pour qu'une mode prenne, elle doit coller à l'esprit, une apparence marquante, une idée étrange, une chanson qu'on ne peut plus oublier. Le Labubu coche toutes les cases. Un design à mi-chemin entre mignon et monstrueux, des couleurs vives, et surtout, la fameuse boîte mystérieuse. Ce mélange intrigue, accroche et refuse de sortir de la tête. C'est le même phénomène avec Baby Shark, ou le fidget spinner qui pousse à recommencer encore et encore. Troisièmement, la force du contexte. Parfois, c'est pas seulement l'objet qui compte, mais le moment où il apparaît. Le Labubu a explosé parce qu'il est arrivé dans un monde saturé par TikTok et YouTube, où les vidéos d'unboxing font un carton. Ouvrir une boîte mystérieuse, filmer la surprise, partager l'instant, c'était le terrain parfait. Même chose pour Clubhouse, qui n'a percé que parce que tout le monde était confiné. Sans le Covid, l'appli n'aurait sans doute jamais connu un tel succès. Et il y a encore une autre théorie, celle de la diffusion de l'innovation. Chaque mode suit un parcours. Les innovateurs qui découvrent en premier, les early adopters,
les célébrités qui donnent le ton, la majorité précoce, le grand public qui suit la vague, puis la majorité tardive, qui finit par se laisser convaincre, et enfin les retardataires, ceux qui résistent jusqu'au bout, un peu comme moi. Labubu a traversé toutes ces étapes à la perfection. Mais si les mécanismes sociaux expliquent beaucoup, il faut aussi parler de psychologie, car les modes exploitent nos faiblesses les plus profondes. La peur de manquer quelque chose. Si mes amis ont un Labubu, il faut que j'en ai un. Si tout le monde a vu Squid Game, je dois le regarder, pour ne pas être exclu des discussions, pour ne pas être largué des discussions. Le besoin d'appartenance. Les modes te donnent l'impression d'être dans le groupe, de faire partie de l'élite, de l'équipe. Ne pas suivre, c'est rester seul. La rareté. Plus un produit est limité, plus ton envie grandit. Si tu sens qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, t'es prêt à payer 3 fois le prix. Et c'est exactement ce que Pockmark a exploité avec la boîte mystérieuse. Chaque ouverture devient une petite loterie. Peut-être une figurine banale, peut-être une rare, introuvable ailleurs. Et c'est plus seulement un achat. C'est une expérience, une montée d'adrénaline. Un système pensé pour créer de l'obsession. Alors oui, on pourrait dire que tout ça c'est que du marketing. Mais quand on regarde de plus près, une question dérangeante apparaît. Et si Labubu n'était pas seulement le produit d'une stratégie commerciale, mais le symptôme de quelque chose de plus profond, de plus sombre. Pendant un temps, on aurait pu croire que Labubu n'était qu'un jouet de plus porté par une mode passagère. Mais très vite, quelque chose a changé. Les files d'attente sont devenues interminables. Devant certains magasins, des gens ont patienté des heures, parfois même campé toute la nuit, juste pour espérer mettre la main sur une boîte. À Pékin, Séoul, New York, les scènes étaient les mêmes. Une foule compacte, prête à tout pour un jouet. Certains ont dépensé des sommes délirantes, 3 fois, 10 fois le prix d'origine, uniquement pour posséder une figurine rare. Et d'autres sont allés encore plus loin. Des vols ont été rapportés. Oui, des personnes prêtes à franchir la limite de la légalité pour une petite poupée en plastique. Le phénomène a pris une telle ampleur que certains collectionneurs se sont transformés en véritables chasseurs. Ils traquaient les éditions limitées, arpentaient les boutiques Pop-Mart, passaient leur nuit à revendre ou échanger leurs trouvailles sur Internet. Des communautés entières se sont formées, vivant au rythme de chaque nouveau modèle, comme si Labubu était devenu plus qu'un objet, une drogue douce, une dépendance. Au cœur de tout ça, toujours la même mécanique, la boîte mystérieuse. Un simple emballage qui transforme l'achat en une sorte de rituel. Chaque ouverture est une montée d'adrénaline. Tu sais pas ce que tu vas trouver. T'espères la figurine rare. Et si tu l'obtiens, t'as l'impression d'avoir gagné à la loterie. Ce système pensé pour amuser s'est mué en cercle vicieux. On achète une boîte, puis une autre, puis encore une, à la recherche de ce modèle insaisissable. Jusqu'à ce que la frontière entre jeu et dépendance disparaisse complètement. Et avec les réseaux sociaux, l'obsession s'est amplifiée. Les vidéos d'unboxing se sont multipliées. Des millions de vues, des défis TikTok. Tout le monde voulait montrer ce qui a été sorti de sa boîte. Résultat, Labubu a cessé d'être un jouet. Il est devenu une obsession collective. Mais derrière cette fièvre, un malaise s'installe. Parce qu'à force de voir ces fils, ces dépenses, cette obsession presque irrationnelle, une question dérangeante se pose encore. Est-ce que tout cela s'explique vraiment uniquement par du marketing et de la psychologie sociale? Ou bien est-ce que quelque chose de plus sombre s'est glissé dans ce phénomène? Car c'est précisément à ce moment-là qu'ont commencé à circuler les premiers témoignages étranges. Des histoires troublantes rapportées par des collectionneurs, des West-West, des cauchemars, des symboles qui apparaissent sans explication, et pour beaucoup, une certitude glaçante. Labubu ne serait pas qu'un simple jouet. C'est là que tout a basculé. Parce qu'au-delà des files d'attente, au-delà des prix délirants, les premiers récits étranges vont commencer à apparaître. Un collectionneur raconte, il dit « J'ai ouvert ma boîte dans ma chambre, dès que le plastique a craqué, j'ai senti un froid glacial dans le dos. Le jouet était là, mais j'avais la sensation qu'on me regardait, comme si mes murs avaient des yeux. » Un autre affirme « La nuit suivante, j'ai rêvé de Labubu. Il bougeait pas, il était juste là au pied de mon lit, à me fixer. Quand je me suis regardé, j'ai juré avoir entendu des murmures, comme une voix étouffée qui répétait mon nom. » Et ce ne sont pas des cas isolés. De nombreux collectionneurs décrivent la même expérience. Une oppression, un malaise, parfois des symboles dessinés sur leurs murs sans qu'ils se souviennent de les avoir tracés. Alors une rumeur s'est répandue. Les boîtes seraient hantées. Chaque ouverture libérerait quelque chose, une énergie obscure. Pire encore, certains passionnés ont complètement sombré. Ils passaient leur journée à chasser les figurines rares à acheter, à revendre, à échanger, jusqu'au jour où ils ont disparu. Plus de nouvelles, plus de traces.
comme si la boubou avait fini par les avaler. Et puis il y a les cauchemars, toujours la même scène. La boubou debout, immobile, à quelques mètres, ses grands yeux figés dans les tiens, et soudain il se met à sourire. Pas le sourire mignon des vitrines, non. Un sourire immense, anormal, qui s'étire bien trop loin. Puis il bouge lentement. Il s'avance et tu te retrouves projeté dans un univers déformé. Des paysages distordus, saturés, des bruits étranges, de symboles incompréhensibles gravés dans le noir. Des témoignages glaçants qui se répètent encore et encore et qui alimentent une théorie terrifiante. La boubou n'est pas simplement un jouet, mais un outil conçu pour influencer directement l'esprit humain. Certains disent que la figurine enverrait des signaux cachés, des messages subliminaux capables de pénétrer l'inconscient. D'autres vont encore plus loin. Pour eux, la boubou est une porte, un canal entre notre monde et un autre, un monde qui n'a rien de bienveillant. Et quand on regarde de près son design, certains détails deviennent troublants. Sa bouche grande ouverte, une porte d'invocation. Ses yeux immenses, des fenêtres vers l'ailleurs. Et sur certaines éditions rares, de petites cornes presque invisibles. Parfois même des marques rougeâtres, semblables à des traces de sang séché. Sur les réseaux, les preuves s'accumulent. Des photos prétendent montrer des laboubous posés dans des forêts reculées, d'autres abandonnés dans des maisons désertées, et parfois filmés au milieu de vieux cimetières. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de rumeurs grossies par Internet, ou est-ce que nous avons, sans le savoir, laissé dans nos maisons une créature dont nous ne comprenons pas la véritable nature? Une chose est sûre, plus tu creuses, plus tu as cette impression que la boubou ne se contente pas de te regarder, mais qu'il t'observe et qu'il attend. Au-delà des rumeurs, des cauchemars et des théories occultes, une chose est sûre, la boubou est devenue le miroir de notre époque. Car ce qui rend si puissant, ce n'est pas seulement son design troublant ou la stratégie marketing de Pop Mart, c'est la société elle-même. On vit dans une ère où les modes remplacent presque les religions modernes. Autrefois, appartenir à un groupe signifiait partager une foi, des valeurs, une culture. Aujourd'hui, il suffit d'acheter le même objet que les autres, de suivre la même tendance, de poster la même photo sur les réseaux. La boubou s'est imposée comme un symbole de cette nouvelle ère. Non pas parce que les gens le trouvent beau, non pas parce qu'il a un sens profond, mais simplement parce que les autres le veulent. C'est la mécanique du FOMO, Fear of Missing Out. La peur de manquer quelque chose. On n'achète plus par envie ou par besoin. On achète par peur. La peur d'être exclu. La peur de ne pas être dans le coup. La peur de ne pas exister dans le regard des autres. Et c'est là que réside la part la plus sombre de la boubou. Car il n'est plus seulement une figurine, il est devenu un rituel social. On le met sur un bureau, sur son sac, on l'expose comme un signe extérieur d'appartenance. Ironie du sort, ce qui à l'origine avait été pensé comme une créature étrange et marginale est devenu un masque que tout le monde porte. L'étrangeté s'est transformée en norme. Et peu à peu, les frontières se brouillent. Entre un achat sincère fait parce qu'on aime vraiment et un achat guidé par la peur d'être différent. Alors la question se pose, est-ce qu'on possède vraiment la boubou ou est-ce que c'est lui qui finit par nous posséder? Aujourd'hui, on a suivi le parcours étrange d'une petite créature née dans le carnet d'un artiste et devenue un phénomène mondial. On a vu comment un simple dessin a été transformé en produit par une entreprise géante, comment le marketing, les réseaux sociaux et nos propres faiblesses psychologiques ont fait de la boubou une obsession planétaire. On a aussi exploré son côté obscur, les rumeurs, les cauchemars, les symboles inquiétants. Des histoires troublantes qui nous rappellent que parfois les mondes ne sont pas seulement des divertissements, mais des reflets de nos peurs les plus profondes. Parce qu'au fond, la boubou n'est pas qu'un jouet. Il est devenu un symbole de notre époque. Une époque où l'acceptation sociale se mesure à ce qu'on possède, là où la peur de manquer guide nos choix plus que nos désirs réels. Une époque où, pour se sentir intégré, on suit la vague, même sans savoir où elle nous mène. Alors la question est là, est-ce que la boubou est seulement une figurine mignonne qui a eu du succès, ou est-ce qu'il est le révélateur d'un malaise plus profond, d'un système qui façonne nos envies, sans qu'on s'en rende compte? Et surtout, une question plus intime reste en suspens. Est-ce que tu achètes ce que tu aimes vraiment, ou est-ce que tu aimes ce qu'on t'a appris à acheter?